Parti. Bonjour, je m'appelle Pascal Charbonnel, je suis médecin généraliste aux Ulysses et je suis président de la CPTS Val d'Yvette en bas à droite sur votre écran. Ce webinaire est organisé avec la CPTS du Val d'Orge, la CPTS Cœur et Sang et la CPTS Noé Santé, suite à différents échanges avec Amélie Chabrol, qui est l'infectiologue du centre hospitalier sud-francilien. Euh, et en fait, l'idée, S'il vous je plaît. pense qu'il y a des gens dont il faudrait couper On va couper les micros. les micros. Merci, Elodie. Euh, L'idée est, ben voilà, les antibiotiques, c'est un sujet important dans notre pratique, c'est un sujet d'avenir parce que les antibiorésistances vont finir par nous poser des vrais problèmes. Et en fait, il y a trois acteurs qui sont toujours présents, outre le patient. C'est l'infectiologue qui peut nous guider sur le choix de l'antibiotique. C'est le médecin prescripteur et derrière le pharmacien qui délivre. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a enfin, des sujets communs entre les trois. Donc, on s'est dit que c'était utile de faire des réunions comme ça, un peu ouvertes, où on pouvait échanger. Et donc, ce webinaire est le premier d'une série dont j'espère qu'elle sera longue. Le prochain sujet, je commence le teasing, étant le prochain webinaire étant consacré à la problématique des allergies, en particulier à la pénicilline. Qui ne sont pas forcément ceux qu'on croit. J'avoue que je ne sais plus si la date était fixée, mais elle sera organisée par Fabien Besançon et Amélie à la rentrée, je pense. Donc, bah voilà, on s'est dit qu'on mettait autour de la table des pharmaciens, des médecins prescripteurs et des médecins infectiologues pour voir un petit peu les points où on pouvait mieux travailler ensemble. Dia suivante, s'il te plaît, Elodie. Donc l'idée, on va faire ça en trois parties, tout bêtement, choisir l'antibiotique, le prescrire, le délivrer et voir les points d'amélioration qu'on peut vous apporter dans votre pratique sur ces sujets. Donc, côté invité, les différents professionnels des 4 CPTS euh, concernés par l'antibiothérapie au sens large, les médecins, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmières et les infirmiers. Voilà. Diapo suivante. Donc là, je passe la main à Amélie Chabrol, qui a conçu cette partie avec nous. À toi, Amélie. On se donne une heure, hein, je vous prie. Ouais, tout à fait. Bon, bonjour. Évidemment, on va pas faire toute l'antibiothérapie en une heure, ça va pas être possible, hein. On voulait Évidemment. vraiment, avec Pascal et Delphine, dans ce webinaire, aider surtout les, 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 les professionnels du territoire à avoir les bons outils pour pouvoir se débrouiller au mieux pour chaque situation où il faudra ou pas prescrire des antibiotiques. Donc la question, c'est pourquoi choisir? Alors évidemment, on choisit pour être efficace. On vous demande sûrement pas de connaître cet affreux diagramme sur la droite que nous, on connaît par cœur sur le spectre de quel antibiotique fonctionne exactement sur quelle bactérie. Ça, c'est une histoire d'experts. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a des recommandations qui simplifient un petit peu les choses. Évidemment, on choisit pour être efficace avec la bactéricidie et clairement, à chaque fois qu'on pourra, quand le spectre nous le permet, bien sûr, prescrire une bêta-lactamine, le plus important est de retenir que la bêta-lactamine, c'est la meilleure classe du monde. Et que c'est bien pour ça que ce sera très intéressant qu'on discute allergie au prochain webinaire. Et puis évidemment aussi, on n'est pas efficace s'il n'y a pas une bonne biodisponibilité. Et donc par exemple, les C3G orales, c'est vraiment un médicament qui a des indications finalement très restreintes à cause de ça, parce que la biodisponibilité est assez mauvaise et donc vraiment vous la trouverez assez rarement recommandée dans les recos HAS, antibiotiques, etc. Tout ce qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui. Diapo suivante. Donc évidemment aussi, on choisit pour être efficace, soit, mais à efficacité égale, l'idée va être de réduire le spectre au maximum.
Vous avez donc là, dans ce tableau, les groupes d'antibiotiques classés par antibiotiques à utilisation préférentielle à gauche, utilisation restreinte à droite. On les appelle les antibiotiques critiques, entre guillemets. C'est une liste qui a été faite à plusieurs reprises, la dernière fois en janvier 2022 par nos sociétés savantes ensemble. Et donc ça, ce sont pour les médecins de ville et les prescripteurs de ville. Donc, par exemple, à efficacité égale, il faudra éviter l'augmentin pour lui préférer l'amox, éviter les céphalosporines pour lui préférer l'amox. Et quand on a le choix entre plusieurs céphalosporines, toujours préférer les C1 ou les C2 au C3 pour le problème de biodisponibilité dont je vous ai parlé à la diapo précédente. Toujours éviter, si on peut, les fluoroquinolones s'il y a une alternative avec un spectre plus étroit. Et toujours éviter l'azitro si on peut utiliser un autre macrolide. Et donc ça, c'est vraiment un message important de dire, voilà, effectivement, les recommandations suivent cela. Vous avez, pour donner un exemple, vous connaissez votre fameux ROSP du médecin traitant. Et donc, l'objectif est que la colonne de droite soit moins de un tiers des antibiothérapies prescrites. Voilà, ça c'est votre objectif. Diapo suivante. Pourquoi choisir? Bon, bah, évidemment, l'idée est de réduire les prescriptions, le spectre et la durée. C'est un sacré défi, mais effectivement, on a quand même un peu de marge par rapport à nos collègues européens quand on voit la consommation en ville en France. Donc, c'est en gros en nombre d'unités délivrées de manière générale entre 2000 et 2019. Et on voit que la France est quand même très, très bien placée. On n'est pas autant que Chypre et la Grèce, mais on est juste derrière, quoi. On est numéro 3. Et donc, on a de la marge pour pouvoir réduire. Il y a plein d'autres pays qui arrivent à le faire. Donc, nous aussi, on doit pouvoir y arriver. Diapo suivante. Donc, pour effectivement choisir, on aura parfois l'occasion de choisir, pas entre différentes molécules, mais choisir de ne pas choisir de prescrire d'antibiothérapie. Et je vous les rappelle, mais ça, elles sont vraiment très bien rappelées dans tous les outils, que ce soit les Reco HAS ou surtout Antibioclic. Quelles sont les indications pour ne pas mettre d'antibiothérapie? Voilà, on rappelle que les angines ATDR négatives, les OMA polysymptomatiques au-dessus de 2 ans, les bronchites, etc., etc. Il n'y a pas d'antibiothérapie à prescrire. La difficulté, évidemment, c'est surtout vous convaincre vous de ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Il faut convaincre le patient surtout. Et c'est ça qui est parfois extrêmement difficile quand on a un patient qui est très demandeur d'antibiothérapie en face. Et donc ça, on vous propose un outil qui serait la diapo suivante, l'ordonnance de non-prescription en cas de virose. Et donc ça, c'est un outil qui est, à notre avis, très utile parce qu'il s'adresse aux malades. Je pense qu'il est tout à fait possible de le délivrer en consultation, quelle que soit la spécialité, qu'on soit médecin, qu'on soit sage-femme, qu'on soit pharmacien. Et je pense que c'est un document qui aide beaucoup les malades à bien comprendre le fait qu'ils ont une infection virale et il s'adresse à lui. On lui dit dans ce document, aujourd'hui, je vous ai diagnostiqué une infection qui ne nécessite pas d'antibiotiques et surtout qui leur explique quelle va être la durée attendue de leurs symptômes, ce qui est très aidant par rapport à la personne qui va pouvoir remettre ce document en disant tant que vous êtes dans ces délais et ces symptômes-là, vous n'avez pas à reconsulter. Si vous en sortez, évidemment, il faudra reconsulter si votre fièvre dure bien plus longtemps que ce qui est proposé dans ce document. Voilà. Tout cela, évidemment, a pour but, comme le disait Pascal, de sensibiliser les patients, autant que les prescripteurs et les personnes qui délivrent, à la résistance antibiotique. Est-ce que vraiment c'est un mythe? Est-ce que c'est vraiment une réalité? Alors, voilà, on va reprendre
un film très connu dans l'écologie qui était Don't Look Up ou Look Up. Vous savez, ce film où il y a une planète là qui va peut-être dans un peu longtemps percuter la Terre. Et la question, c'est est-ce qu'on décide de s'en préoccuper ou pas, vu que c'est dans très longtemps. Bah, c'est un petit peu la même chose, l'antibiorésistance. C'est pas forcément tout de suite, c'est pas forcément le malade, quoique le malade, on peut aussi lui expliquer qu'il risque d'avoir une sélection de résistance à l'intérieur de son microbiote. Et ça, souvent, les malades sont assez sensibles à cet argument-là, le risque de colite à Clostridium, etc., etc. Je pense qu'il y a plusieurs arguments pour le convaincre. Et après, l'argument final pour nous convaincre tous, c'est que il y aura, c'est certain, dans combien d'années, quelques années, en tout cas avant 2050, une énorme problématique liée à l'antibiorésistance, qui fait que l'antibiorésistance est vraiment classée parmi les 10 priorités de l'OMS. Cette diapo, vous voyez, je l'ai vraiment sortie de votre société savante, hein, des médecins généralistes. Et donc, effectivement, avec une mortalité AMR, c'est antimicrobial resistance en 2050, qui ferait plus de morts que tout, en fait, 10 millions de morts. On pourrait envisager des patients qui vont mourir d'infections qui nous paraissent totalement banales aujourd'hui. Alors, c'est très compliqué de se battre en 2025 pour un truc qui va peut-être, et d'ailleurs certainement arriver en 2050, mais je pense que c'est extrêmement important d'arriver à trouver les bons arguments pour nos patients, pour les convaincre du fait qu'il y a un dogme que les patients ont qui est au pire, ça ne me fera pas de mal, un peu d'antibiotiques. Et en fait, c'est un dogme contre lequel nous, prescripteurs ou personnes qui délivrons les antibiotiques, il faut vraiment qu'on lutte parce que ce dogme est totalement faux. On ne peut pas dire au pire, ça ne fera pas de mal. Cette impression d'innocuité et même de protection conférée par les antibiotiques doit être combattue par nous tous pour vraiment rester dans les bonnes pratiques que nous on va voilà, pour lesquelles on va vous donner les principaux outils qui nous semblent les plus intéressants. Diapo suivante. Voilà, ça c'était l'introduction. Voilà. Ah, donc on sait quand même, on a souhaité s'appuyer sur deux cas cliniques du quotidien et des difficultés qui pouvaient en dérouler. Le premier est d'une simplicité, encore une fois, du quotidien, un patient qui a une tête moyenne aiguë purulente avec une symptomatologie intense. Alors on a marqué que faites-vous, vous allez le noter dans un coin de vos papiers, on en reparlera à la fin pour voir quelle est la bonne attitude. Et puis, comme toujours, les situations simples sont fréquences avec une réponse simple et fausse. Et puis, notre quotidien, c'est aussi l'amoxicilline qui est en rupture. Alors, pas en ce moment, mais ça peut arriver. C'est arrivé l'année dernière. Il y a une allergie plus ou moins documentée à la pénicilline. Ce patient, il est un peu en surpoids et comment il faut adapter la posologie. Et il y a en plus une conjonctivite associée. Qu'est-ce qu'il faut décider comme traitement? Tout ça pour illustrer la suite qui va être, bah oui, la vie simple, c'est simple, vous savez faire. La vie plus complexe, notre métier de généraliste, c'est prendre des décisions complexes en situation d'incertitude. Bah là, on a un certain nombre d'incertitudes. Comment les outils qu'on a préparés pourront vous aider à être plus serein sur ces situations d'incertitude. Diapo suivante, et qu'on va passer, donc on passe à celle d'après encore puisque les réponses, on vous les donnera plus tard. Idem, un patient de 72 ans qui a des signes urinaires et de la fièvre. Euh, Ça peut être simple, mais ça peut être compliqué parce que les médicaments sont pas forcément disponibles. Et s'il n'avait pas de fièvre, on ferait quoi? Et puis les fluoroquinolones, c'est compliqué parce que ça crée des résistances et éventuellement ça peut être dangereux pour certains autres organes.
Donc, qui on peut Et là, contacter pour pourquoi avoir c'est un passé avis sur arrêté? un C'est un problème de antibiogramme connexion. qui est bien inquiétant parce qu'il nous montre des... Alors, je sais plus le BLSE parce que ça doit être de l'anglais, je suis sûr. Non, c'est un... Ouais, on en reparle tout à l'heure. Ouais, c'est un germe multirésistant, peu importe finalement lequel ce serait. C'est c'est ça, mais C'est bêta-lactamase à spectre étendu, ouais. c'est bien, il me semblait que c'était de l'anglais. Voilà. Donc, on passe la diapo suivante qui donne les résultats et on en parlera en fin d'exposé. Donc, du plus simple au plus compliqué en médecine de ville, euh, j'imagine que peu d'entre vous ne connaissent pas antibiotiques, ça serait leur faire outrage. On va parler d'antibiotiques, des situations complexes derrière, des situations spécifiques, et puis les outils que le CHSF souhaite mettre à notre disposition par le biais des CPTS. Bon, quelques pubs pour des formations, mais très intéressantes, et puis après, on enchaînera sur la partie délivrance. Antibioclique, c'est quoi? C'est un objet qui a été créé par un département de médecine générale pour répondre à une demande simple. Il y a moyen de faire probablement un outil d'aide à la décision ou un outil d'aide-mémoire pour les situations concernées par les prescriptions ou les non-prescriptions d'antibiotiques. Peut-être qu'il faut la dérouler, ma diapo, parce que je pense que voilà. C'est un outil qui est gratuit, mais il faut s'inscrire. Alors pourquoi il faut s'inscrire? Parce qu'ils sont en train de faire des études possibles région par région sur certaines situations d'antibiothérapie, et ce qui leur ferait des financements complémentaires d'ordre public. Il est financé par le Collège de la médecine générale, je crois par la SPILF aussi, je parle sous mon contrôle, mais je crois que la SPILF aussi, et par la CNAM. Il est accessible donc à tous les soignants pour peu qu'ils aient un RPPS pour les médecins, mais même sans RPPS, on peut se connecter, même si maintenant les étudiants ont des RPPS. L'inscription, je vous ai dit rapidement, il faut juste mettre son RPPS et remplir deux, trois questions. Et dans tous les cas, bon, il est indépendant des industries de santé, ça a mis en le disant, mais c'était un peu une évidence. Et dans tous les cas, bien évidemment, c'est qu'un support à la décision et c'est en aucun cas quelque chose qu'on peut considérer comme faire à la place de. Donc, c'est pas un outil d'autoprescription pour les patients. Diapo suivante, je crois. Voilà. Alors, Antibiotic a les avantages et les inconvénients de sa vertu. Son choix éditorial, c'est de ne promouvoir que les données validées par la Haute Autorité de Santé. C'est un choix de positionnement qui se défend parfaitement. Et donc, ils ne peuvent inciter à ne mettre que ce qui est avec une autorisation de mise sur le marché et avec une reco clairement précisée. Ça implique un délai de mise à jour, enfin les mises à jour des posologies par la HAS sur les recommandations ont mis presque 2 ans, donc ça a pris un peu de retard sur ce qu'on pouvait faire. Et si on prend par exemple les infections urinaires de l'adulte, la reco date de 2017, elle est pas adaptée pour les infections urinaires masculines sans fièvre, pour lequel euh, moi j'ai été formé comme beaucoup d'entre nous à toute infection urinaire chez l'homme, pour peu qu'elle soit fébrile en plus est à considérer comme une prostatite, sauf à preuve du contraire. Et on est en train de revenir là-dessus parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait des surprescriptions importantes. Il y a des sujets sur lesquels ils sont pas pertinents, qui est en particulier sur les allergies à la pénicilline. C'est pas le sujet, c'est pas assez détaillé. Et on va voir que quand la situation est complexe, ils disent très gentiment de contacter un infectiologue pertinent, ce qu'on fait lors de ce séminaire. Voilà les limites de l'exercice, mais c'est quand même un outil qui est d'une simplicité d'usage et qui donne une réponse. C'est aussi un excellent aide-mémoire et c'est aussi un excellent moyen d'intermédiation, si nécessaire, avec le patient pour que vous voyez, c'est marqué qu'il n'y a pas besoin ou non, on va pas prescrire de l'augmentin sur votre rhume parce que justement, c'est pas adapté. Diapo suivante.
Alors après, comment on fait quand on est dans les situations grossesse, allaitement, insuffisance rénale, obésité, pédiatrie, tous les cas complexes dont on a parlé. Donc on va enchaîner. Je vais repasser la main à Amélie. Euh, Merci beaucoup, avec grand plaisir. ah, Si alors je peux, vraiment, si je peux me permettre, Amélie, ouais. euh, le CRAT est un moyen, est un outil exceptionnel. Il faut en dire du bien partout parce que leurs financements sont menacés, ce qui serait un pur scandale. Et le CRAT est un outil de référence au niveau européen maintenant, ce qui lui donne encore plus de légitimité. Et qui est le plus souvent, alors pas uniquement dans l'antibiothérapie, mais dans tout ce qui concerne les prescriptions autour de la grossesse, bien meilleur que toutes les AMM réunies. Je te repasse la main, excuse-moi. Merci, merci. Non, mais je suis tellement d'accord avec toi, Pascal. Je suis évidemment tellement d'accord avec toi aussi pour antibiotiques. Et c'est important que vous entendiez tous que l'experte que je suis, mais valide, mais tellement 400 000 fois antibiotiques. Régulièrement, je m'amuse, moi, à dire, tiens, allez, qu'est-ce que dirait antibiotique dans cette situation? Et il dirait toujours la même chose que moi, ce qui est rassurant pour antibiotiques et aussi pour moi. Bon, bref. Tout ça pour dire que vraiment, euh, on va parler juste des infections urinaires masculines sans fièvre parce que, mais en fait, c'est parce qu'on parle de l'exception. Euh, Tout le reste est absolument, absolument parfait. Antibiotiques, c'est adapté pour les pédiatres, c'est adapté pour les sages-femmes, c'est adapté euh, parce que vraiment, il détaille bien en cas de grossesse et d'allaitement. C'est adapté pour tous les types de prescripteurs. Et je trouve que c'est extrêmement pertinent sur, parfois, ils disent en effet, là, il faut appeler un expert. Et quand moi, je me balade sur Antibiotiques pour savoir quand est-ce qu'ils disent d'appeler un expert, mais je suis mais d'accord à chaque fois avec eux. Et je trouve que vraiment, c'est extrêmement bien fait. Donc je ne peux que redire qu'il est extrêmement important que voilà pour ceux qui ont des internes que vous disiez que vous disiez à vos internes d'absolument avoir un compte. Je pense que les pharmaciens c'est hyper intéressant aussi d'avoir un compte antibiotique parce qu'on peut vérifier très facilement plein de données aussi dessus quand on est à l'officine et qu'on a un doute. Je trouve que c'est vraiment extrêmement pertinent. Donc, en cas de grossesse et d'allaitement, on ne va pas non plus vous offenser en vous apprenant ce que c'est que le CRAT. Vous le connaissez. Vous savez qu'il suffit de taper le CRAT sur votre moteur de recherche préféré pour tomber sur le site, que c'est du coup extrêmement facile comme outil. Il n'y a même pas besoin de compte pour se connecter. Et, et donc, et que vraiment, ce qu'ils disent est beaucoup mieux que le Vidal, beaucoup plus adapté et opposable en plus. Effectivement, c'est très important parce que il y a certains médicaments qui vont avoir sur la boîte, et ça, Delphine, ton avis nous intéressera, hein, la petite femme enceinte barrée, alors qu'ils peuvent être donnés chez la femme enceinte, les patients, ça peut leur faire peur, ce petit logo. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir prescrire selon le CRAT, qui valide absolument le fait qu'on peut donner un traitement pendant la grossesse et on peut s'y fier à 300%. Pour l'allaitement aussi, c'est extrêmement pertinent. Voilà. Quand on a une insuffisance rénale, le Vidal est parfois insuffisant également, comme en cas de grossesse et d'allaitement. Déjà, c'est long d'aller voir. Il va vous dire, ça dépend de la clairance, sans trop vous détailler, en fait, à partir de quelle clairance on adapte. Et puis, quelles sont les clairances, genre entre 30 et 50, faut faire ci, à moins de 30, faut faire ça. Le Vidal est pas suffisant pour pouvoir Euh, adapter vos antibiothérapies, à mon sens. Amélie, est-ce que Alors, je peux ouais, t'interrompre bien juste une sûr, mais avec seconde? plaisir, Pascal. Il y a quatre banques de données sur les médicaments. Euh, le Vidal, la banque Claude Bernard et Thériac essentiellement, enfin trois. Le Vidal, c'est devenu un nom générique comme un frigo ou comme un frigidaire. Mais les autres
essaye de s'adapter. Enfin, c'est intéressant parce que je crois que pour ce qui est des posologies, ce qui est complexe, c'est la RCP du produit qui est pas clair. Et donc, à partir de la RCP, quand les bases de données mettent à disposition uniquement ce qu'il y a dans la RCP, eh ben, c'est très compliqué de leur apporter un outil qui soit adapté à notre pratique. Enfin, je prends Ouais, tout à fait. Non, mais tu as bien fait de préciser, oui, effectivement. Et notamment, ben, par exemple, nous, notre base, pour la citer, si, je la cite, c'est Optimal, qu'on a nous au CHSF, qui est interconnecté avec le GPR, qui est donc un site fait par des néphrologues et qui est aussi une référence nationale sur l'adaptation d'ailleurs de tous les médicaments, pas que des antibiotiques, sur l'adaptation à la fonction rénale. Et donc nous, c'est interconnecté. On a un petit truc qui dit dans notre base de données qui dit adapter la posologie à la fonction rénale et on rentre le fait de soit la clairance, soit le fait que carrément le patient est hémodialysé ou dialysé en dialyse péritonéale et il dit voilà quelle serait la posologie en l'absence d'insuffisance rénale et donc voilà avec l'insuffisance rénale que vous avez saisi prescripteur, voilà ce qu'il faut donner comme posologie. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un logiciel de prescription interconnecté, le GPR, qui est le site qui nous, c'est ça, est interconnecté avec notre base de prescription médicamenteuse et une référence en France est accessible et gratuit pour les libéraux. Elle est payante pour les hospitaliers, mais c'est gratuit pour les libéraux. Par contre, il faut se créer un compte et avoir un RPPS. Donc, en gros, soit votre logiciel de prescription, quel qu'il soit, et votre support de prescription est interconnecté avec le GPR, ce qui arrive. Hein, chez nous, c'est le cas au Sud francilien et c'est de plus en plus le cas dans les centres hospitaliers. Et soit ça n'est pas le cas, en libéral, vous pouvez vous créer un compte sur le GPR, ça prend vraiment 1 minute, mais par contre, ça nécessite d'avoir un RPPS. Alors qu'AntibioClick, c'est pas nécessaire. Voilà, donc pour l'insuffisance rénale, vraiment, c'est la référence nationale et qui permet de tirer vraiment des bons profits quand on a un patient qui est hémodialysé, par exemple. Parfois, c'est vraiment très compliqué de connaître la bonne posologie. Par rapport à la pédiatrie, alors moi, j'ai téléchargé, je vous avoue très personnellement, le trousseau de poche que je trouve super. Voilà, j'ai pas de, de toute façon l'appli est gratuite, hein, mais je trouve que c'est une super appli sur lequel d'ailleurs ça ne parle pas que d'antibiothérapie. Et les antibiothérapies ont été réadaptées par les pédiatres par ce qu'on appelle le GPIP, le groupe des pédiatres infectiologues, en 2024. Et donc les recommandations GPIP, elles font 90 pages. Et donc, c'est vraiment ingérable. On peut pas, voilà, c'est pas très friendly comme support, hein, les recommandations antibiotiques du GPIP à lire, parce que c'est très long. Le trousseau de poche, évidemment, est adapté de ça et peut vous les donner en tableau plus simple. Et puis, nous, on a aussi des tableaux qui ont été faits par le centre régional en antibiothérapie, adaptés des recos du GPIP qu'on pourra faire passer via les CPTS qui sont vraiment assez simples. Donc, pour la pédiatrie, ça aide beaucoup. Après, AntibioClick est super clair aussi et reprend les recommandations, évidemment, et du GPIP, donc des pédiatres infectiologues français de 2024. C'est tout à fait à jour. En cas d'obésité, il faut savoir que c'est en cas de BMI au-dessus de 35 qu'il faut se préoccuper d'adapter les antibiotiques. En dessous, c'est pas toujours nécessaire, voire même plutôt non. Donc, par contre, quand on a un patient au-dessus de 35 de BMI, mais on a vite fait d'avoir ça, par exemple, dans les dermohypodermites chez des patients qui ont soit des lymphodèmes chroniques, soit qui sont obèses, ce qui favorise la dermohypodermite, par exemple. Et nous, on a souvent, à l'arrivée aux urgences, des patients qui ont été traités par augmentin sous-dosé au lieu d'être traités par amox bien dosé et qui sont donc en échec de l'augmentin sous-dosé quand ils arrivent aux urgences. Et quand on les remet à amox monothérapie simple, mais à bonne posologie, ben, ils évoluent extrêmement bien. Et donc, c'est pour ça que c'est très important de savoir qu'au-dessus de 35 de BMI,
il faut vraiment donner la bonne posologie aux patients et que les posologies pour les patients qui ne sont pas en surpoids ne sont pas forcément adaptées. Et donc, quand vous avez un BMI au-dessus de 35, vous pouvez taper ces 6 lettres. Vous pouvez juste garder en tête ou quelque part cette diapo qui dit allez, je vais taper ABX BMI sur mon moteur de recherche. Je tombe sur ce site-là, que je vous ai mis l'en-tête du site sur lequel vous tombez. On vous demande pas de compte, on vous demande rien du tout. On vous demande juste le poids, la taille, quel est l'antibiotique que vous souhaitez prescrire et quelle est l'indication ou en tout cas la posologie que vous mettriez chez le patient qui n'est pas obèse. Et donc, il vous fait le calcul en vous disant, bah voilà, vu ce que vous m'avez donné comme information, vous auriez donné, j'en sais rien, amoxicilline 40 mg kilo jour chez ce patient pour une dermohypodermite, par exemple. Et ben voilà, chez ce patient obèse, voilà combien il va falloir lui donner de grammes d'amoxicilline pour sa dermohypodermite par jour. Il vous donne en grammes par jour. À vous après de les répartir. Voilà pour les outils qui semblent vraiment mais tellement importants et surtout très faciles à consulter online pour s'aider au quotidien sur les prescriptions d'antibiotiques. Diapo suivante. Alors, nous voilà au CHSF. On vous a quand même concocté aussi des choses pour vous aider. Diapo suivante. On va se présenter. Je suis là. Oui, Pascal. On essaye d'accélérer un tout petit peu. OK. Nous sommes là avec Adrien Bonavita, qui est à côté de moi, qui est le pharmacien de ce qu'on appelle l'EMA. L'EMA, c'est quoi? C'est une équipe multidisciplinaire en antibiothérapie. Mise en place depuis 2024 avec pour vocation d'améliorer le bon usage antibiotique sur le territoire. Alors évidemment aussi en intra-hospitalier, mais là c'est pas notre sujet. On est sur le territoire extra-hospitalier et ça fait partie de nos missions et donc on a un peu de temps dédié à cela. Évidemment, on ne fait pas que ça, mais on a du temps dédié sur nos semaines, Adrien comme moi, pour faire ça. Et donc, d'où l'idée d'avoir travaillé déjà depuis quelques temps avec l'inter-CPTS et d'autres CPTS d'ailleurs pour mettre à disposition des acteurs libéraux du territoire des outils pour vous aider. Voilà, diapo suivante. Donc, voilà, si vous tapez sur Internet, sur votre moteur de recherche préféré, comme toujours, quel qu'il soit, maladie infectieuse CHSF, vous tomberez sur un site pour lequel vous pourrez, je vous montrerai une copie d'écran dans la diapo suivante, mais on reste sur cette diapo. Vous pouvez avoir plusieurs choses. Pour des patients pour lesquels vous avez besoin d'un avis urgent, vous avez un téléphone dédié à la fois d'un infectiologue, à la fois d'un pharmacien, et ce sont des téléphones, on a bien dit, dédiés. C'est-à-dire que c'est pas le téléphone insupportablement occupé du docteur Chabrol qui ne répond jamais parce qu'elle est toujours occupée au téléphone à répondre à d'autres. C'est un téléphone qui va être soit tombé sur moi, soit un de mes collègues, mais qui va pouvoir vous répondre en direct et qui est différent du téléphone intra-CHSF pour les avis intra-CHSF. Donc, les horaires, c'est 9h30, 17h30. Par contre, le week-end et les jours fériés, on ne peut pas y répondre. En cas d'urgence, vous pouvez tenter de voir si on est présent au CHSF en appelant l'accueil du CHSF. N'hésitez pas, vous pouvez essayer, mais je ne peux pas vous l'assurer. Par contre, ces deux téléphones répondront de 9h30 à 17h30 en semaine. Voilà, pour des motifs urgents. J'ai le patient devant moi, il faut que je prenne ma décision maintenant. Il faut vraiment que j'ai de l'aide tout de suite d'un infectiologue pour une décision pour comment choisir ou d'un pharmacien en cas de... voilà, on va parler après... voilà, avec Delphine Chaduto, des histoires de rupture. Elle va vous présenter tout ce qui est possible de faire en cas de rupture. Mais si jamais tout ça a échoué, vous pouvez nous appeler et appeler Adrien sur la pharmacie en disant on n'arrive pas à trouver la réponse, au secours. Voilà, évidemment, on développe de la téléexpertise comme beaucoup de spécialistes actuellement avec l'outil Hortif. On ne va pas donner, voilà, on devrait pouvoir rapidement
passer sur un autre logiciel de téléexpertise. Nous l'espérons. En attendant, Horti fonctionne parce qu'on reçoit certains avis de temps en temps de médecins généralistes. Évidemment, on a développé une consulte d'urgence infectiologique. Vous pouvez, du coup, via soit la téléexpertise, soit le téléphone d'avis, nous adresser des patients et nous, on peut les voir dans les 7 jours si c'est une situation urgente. Pas le jour même, je veux dire, mais dans les 7 jours, c'est tout à fait gérable en fonction de l'urgence qu'on aura vue ensemble au téléphone. Et puis, on a délivré un livret d'antibiothérapie qui est mis à jour une fois par an. Diapo suivante. Voilà un peu comment notre site internet se présente. Il suffit de cliquer sur ce que vous voulez, soit la téléexpertise et vous êtes mis en ligne en direct avec notre logiciel de téléexpertise, soit un avis urgent. Ça vous reprécise les téléphones, comme ça vous n'avez pas à les retenir par cœur de la diapo précédente. Vous tapez juste maladie infectieuse CHSF et vous tombez sur nos numéros. Le livret de reco et les consultes urgentes. Il est possible de prendre un rendez-vous online ou en mettant un mail à nos secrétaires. Voilà, diapo suivante. Voilà notre livret. Alors, le livret, il vous donne plein d'outils. Il est totalement compatible avec Antibioclick parce que la plupart des situations sont finalement assez copier-coller, mais il y a pas mal de prescripteurs qui préfèrent avoir les choses sous forme de livret plutôt que guidés par Antibioclick. Donc, les deux sont totalement, vont ensemble et complémentaires. On vous donne pas mal de sites sur la deuxième page à aller voir. Il y a le site de la BXBMI, par exemple, pour les obèses, le site du GPR pour la fonction rénale. Voilà, les recommandations GPIP pour les enfants. Il y a VIH Click pour les patients qui vivent avec le VIH, même si on s'éloigne là des antibiotiques. Sur la plaquette, je vous laisserai la lire. On ne peut pas la détailler aujourd'hui. Je vous laisse surtout, si vous allez la lire, s'il vous plaît, cette plaquette, c'est un travail vraiment acharné de Adrien, une externe en pharmacie et moi. On y a mis beaucoup de temps et beaucoup de cœur à la faire. Et donc, pour cette externe en pharmacie qui va faire sa thèse là-dessus, merci de prendre, ça prend 1 minute. Et donc, voilà, vous pouvez là, quand vous allez la télécharger, cliquer là-dessus ou flasher le QR code pour répondre à un très bref questionnaire qui prend 1 minute, pas plus, c'est promis. Diapo suivante, voilà un peu comment ça se présente, mais on n'a pas le temps et c'est pas le lieu ici, c'est pas l'objectif de vous dire un peu, mais on essaye de vous expliquer les histoires d'allergie à la pénicilline. C'est cliquable, tout est cliquable et tous les liens avec d'autres sites, par exemple, il suffit de cliquer sur le livret et vous tombez direct dessus et du coup, c'est quand même très pratique. Voilà, on peut passer à la diapo suivante. Quelles sont les sources avec lesquelles on a fait ces recommandations? Évidemment, c'est les sources nationales, Antibioclick, ANSM, HAS, tout cela est totalement fait ensemble. Quand Antibioclick donne plusieurs choix, on s'est permis de trancher pour des histoires de spectre et de biodisponibilité. Et puis pour les thèmes en attente de mise à jour, le seul petit point d'achoppement entre Antibioclick et nous, et encore une fois, c'est le seul, c'est qu'effectivement, la cystite de l'homme existe, qu'il y en a plein de publics qui le montrent et qui le disent, que du coup, la cystite de l'homme, c'est un vrai sujet et que les recos sont en train d'être écrites par Mathieu Laforie, qui est un infectiologue de Saint-Louis, qui est le président du groupe expert qui va écrire ces recos, que j'ai eu en Zoom la semaine dernière et qui confirme bien que ce qu'on écrit, c'est exactement ce qu'il va y avoir dans les recos, que tout ce qui est notre centre de référence régional en antibiothérapie dit la même chose, que la cystite de l'homme existe et donne les recos qui sont aussi disponibles sur notre livret. On est tous à peu près pareils et donc c'est la seule différence que vous verrez entre nos recos CHSF qui reprennent celles du centre régional en antibiothérapie et les recos qui ne sont pas encore malheureusement publiés parce que pas encore finalisés sur les infections urinaires. Diapo suivante. On va passer très vite sur le laboratoire parce qu'on n'a pas le temps et que c'est pas le sujet. On dira qu'on fera peut-être un webinaire parce que en vrai, c'est très important. Il y a plein de nouvelles techniques, des PCR qui... Le seul truc à retenir de cette diapo, c'est attention aux PCR. N'hésitez pas à demander un avis si vous avez une PCR positive et que vous n'avez pas l'habitude.
alors que d'habitude, vous voyez des cultures. La PCR et la culture ne sont pas interchangeables du tout, du tout, du tout. Et donc, appelez-nous ou demandez une téléexpertise si vous avez une PCR positive et vous savez pas trop quoi en faire. C'est tout ce que je dirais, parce qu'on n'a pas le temps. Les formations, on va passer vite aussi parce que je suis beaucoup trop bavarde. Donc, l'allergie à la pénie, on en fera un autre webinaire également. On en a des webinaires à faire et c'est ça qui est super. On va pouvoir beaucoup travailler ensemble. Le message, c'est que quand Antibioclique vous dit allergie bénigne, il faut que vous éliminiez une allergie précoce, c'est-à-dire dans l'heure suivant la prise, et des signes de gravité qui sont listés sur cette diapo. Le malaise, l'hypotension, Ah, les signes d'anaphylaxie ou évidemment des signes, une consulte allergo avec des tests cutanés positifs. Donc en gros, si le patient il vous dit que c'était pas dans l'heure suivant la prise et que si le patient il vous dit qu'il n'a pas été à l'hôpital pour son allergie à la pénie, on vous dit pas de lui donner de la pénie, ça non, non et non. Par contre, vous pouvez lui donner des céphalos sans aucun problème. Et ça, ce sont des recommandations nationales de ma société savante. Hein, elles sont ouais. consultables, etc. Mais on en parlera plus tard. Et vous voyez, c'est juste pour vous aider à comprendre antibiotiques. Quand on vous dit réaction bénigne, c'est pas dans l'heure et pas d'hospitalisation. Voilà. Next. Les formations. Je fais un peu de pub pour le DU d'antibiothérapie en soins primaires. Vous retrouverez tout ça sur le diaporama. Vraiment, inscrivez-vous parce que c'est hyper intéressant. Vous pouvez tout apprendre sur l'antibiothérapie en soins primaires et c'est vraiment dédié aux soins primaires, pas du tout aux patients hospitalisés. Je passe la parole. Alors, en fait, cet échange s'est fait autour de la question des infections urinaires chez l'homme parce que euh, on s'est, alors, on a bien vu le point de vue des hospitaliers et Delphine et moi, on s'est dit, bah ouais, mais moi, si je prescris RMM, ça va pas être simple et je dirais, c'est encore pire pour le pharmacien parce qu'il y a des enjeux économiques que nous, on n'a pas. Donc, on a retrouvé, diapo suivante, un document qui vous sera envoyé, celle d'encore après, je crois. Ouais. Ça, c'est extrait d'une fiche qui a été élaborée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens et le Conseil national de l'ordre des médecins sur ce qu'il était possible de faire. Alors, comme d'habitude, quand ce sont le Conseil de l'ordre, c'est pas d'une clarté totale, mais ce qui est certain, c'est que, à vrai dire, contrairement à ce que je pensais, c'est pas impossible. Et ce qui, moi, me paraît intéressant à ce niveau-là, c'est de se rendre compte qu'avec l'apport technique des infectiologues et technique au sens des recos justifiés, on peut très bien dire, ben voilà, je n'ai pas prescrit dans l'AMM, mais j'avais de bonnes raisons de le faire, monsieur le juge, et vous n'avez pas à me condamner. Je le dis comme ça parce que la vraie question de la prescription hors AMM pour les médecins, c'est bien le risque juridique. Et par contre, je veux bien passer la main à Delphine sur ce point parce que finalement, c'est pas le même. Enfin, c'est un point de vue complémentaire qui est le point de vue des pharmaciens. Si ça te va, Oui, Delphine. bonjour à tous. En fait, effectivement, on a ce premier barrage qui a le médecin, enfin, qui est le même que le médecin, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il prescrit, est-ce que je délivre? Et nous, le deuxième barrage qu'on a derrière, c'est bah, puisqu'on est hors AMM, comment est-ce que je gère vis-à-vis du patient? Est-ce que je lui fais payer? Est-ce que je le passe en remboursement? Et j'ai pas vu qu'on était hors AMM. En fait, d'une manière générale, je pense que ce qu'on peut nous reprocher à nous, pharmaciens, c'est de ne pas s'être intéressés au sujet. Si on a une base, si on a un écrit, si on argumente notre délivrance, deux, le fait qu'on est soumis au remboursement de la sécurité sociale, on arrivera beaucoup mieux à le discuter derrière s'il y a une opposition. C'est-à-dire que moi, je me sens beaucoup plus à l'aise si je dois délivrer une furadentine ou une phosphomycine à un homme
mais que derrière, j'ai pu justifier avec, bah voilà, dans les dernières recos, dans les dernières sociétés savantes, il est dit que, et grosso modo, bah, on est juste un petit peu en avance par rapport à toute la lourdeur administrative qui va donner l'AMM peut-être un jour derrière. Mais en tout cas, on a fait le job en toute connaissance de cause et en se disant que c'était dans l'intérêt du patient. Donc, on peut nous reprocher d'avoir été en dilettante et euh, de pas avoir fait gaffe. Maintenant, c'est effectivement Virginie Buisson, qui est ma coprésidente au syndicat des pharmaciens de l'Essonne, dit ça reste pas remboursable. C'est vrai qu'on reste dans un problème de hors AMM, donc de non-possibilité de prise en charge de la sécurité sociale. Mais en tout cas, ça ne rend pas la délivrance impossible. Derrière, il faut vraiment qu'effectivement ce hors AMM change parce que le patient ne comprend pas pourquoi on lui fait payer une phosphomycine euh, ou ou une furadentine. Et c'est vrai que encore tout à l'heure, je suis allée regarder toutes les monographies, Célexide, etc. C'est toujours, on est toujours dans une AMM chez la femme. Donc on a ce blocage, nous, qui rend les choses très compliquées. Est-ce que on passe à la diapo suivante? Euh, alors là, c'est ce qu'on vient de dire, c'est en complément de la discussion qu'on vient d'avoir sur les problèmes ce qu'on peut conclure, euh, je vais engager ni le Conseil de l'ordre ni ma profession, mais ce qu'on peut conclure, c'est que à partir du moment où on fait quelque chose en responsabilité et de manière argumentée, il n'y a aucune chance que ça passe. Si vous en êtes d'accord, on va contacter nos collègues de l'assurance maladie de l'Essonne en leur disant, bah, après tout, mais j'ai vu qu'il y en a qui étaient là présent. Après tout, on pourrait faire un article 51 sur ce sujet en disant, bah, prescrire prescrire plus simplement chez les infections urinaires chez les hommes, on pourrait avoir un beau travail de coopération entre tous les gens qui sont autour de la table. Pourquoi pas? Je Oui, vois, j'ai vu que le RICRO était effectivement ouais, il y a dans les gens qui intérêt. suivaient ce. Il y a quelque chose à faire tous ensemble, c'est sûr. Oui, Oui, absolument. et puis c'est important pour les patients, en effet, parce que les recommandations officielles infection urinaire, alors Mathieu Laforie, il a bon espoir que ce soit 2025 quand même, donc ça réglera le problème. Mais par exemple, ça, en attendant, je crois qu'il y a l'autre exemple de la phosphomycine avant les biopsies de prostate qui posait problème. Hein, Delphine, tu nous avais parlé de ça et c'est vrai que c'est les recommandations des urologues. Donc maintenant, toutes les biopsies de prostate, les recommandations 2024 des urologues français sont de donner un sachet de phosphotrométamol avant la biopsie de prostate. Sans faire de CBU, etc. avant. Donc, à partir de là, c'est vrai que je comprends que le patient, ils comprennent pas trop qu'on lui fasse payer, alors que c'est son neurologue, ses recommandations, etc., qui sont des recommandations nationales, quoi. Bah, C'est un vrai problème pour nous parce qu'en plus, si je joins le médecin en lui disant, écoutez, voilà, je lui explique le problème, il dit bah, qu'il aille dans une autre pharmacie où ça posera pas de problème. Et donc, au final, bah, le patient arrive toujours à trouver une pharmacie dans laquelle ça posera pas de problème. Donc, en fait, plus on est informé, plus on essaye de faire le job correctement et plus on se tire une balle dans le pied, quoi. Donc, il faut pas que les plus vertueux soient pénalisés parce qu'ils ont essayé de bien faire le job. Donc, on a un vrai problème sur ce sujet qu'il faut résoudre. et les Sans prendre trop de CPTS. temps, je peux me permettre, juste sans prendre trop de temps sur votre webinaire, qui est hyper intéressant. Mais comme on est un peu interpellé aussi à Assurance Maladie, moi j'en fais partie avec le docteur Pardon, je vous ai Loriot. pas vu, monsieur Rames, excusez-moi. Oui, il y a pas de problème. Mais du coup, effectivement, pour nous, on nous demande d'appliquer des règles assez simples. C'est que si le médecin prescrit en connaissance de cause hors AMM, comme c'est indiqué dans le document que le docteur Charbonnel a présenté entre le CNOP et le CNOM, c'est sous sa responsabilité. Il met hors AMM et par réglementation, réglementairement, c'est donc considéré comme du non remboursé et non remboursable. Si jamais il est hors des indications thérapeutiques remboursées, il met NR, non remboursé, et c'est non remboursable. Le pharmacien, lui, s'il y a cette mention, il doit pas faire passer la chose, ça peut lui être opposé sinon, puisque le médecin a considéré qu'il avait prescrit hors AMM et prévenu son patient, ou hors des indications. Si lui, par contre, c'est pas indiqué, il a quand même couvert par le fait qu'il n'est pas censé connaître la pathologie. Voilà. Après,
Donc, après, c'est difficile quand c'est un homme, voilà, on comprend bien que là, il n'y a pas de problème. Si c'est une question d'âge ou une question de sexe, on peut pas, il pouvait pas l'ignorer. Mais il est censé connaître le RCP du médicament, mais il n'est pas forcément censé connaître la pathologie exacte, donc savoir si c'est une première intention, deuxième intention, il y a la MM exacte. Donc ça le couvre un peu. Après, on peut faire des demandes dérogatoires, donc nous qui passent par le niveau régional ou national, ou la CNAM, tout simplement. Donc demandes dérogatoires. Faut étayer le dossier, on en fait tous les jours. Étayer le dossier, donc une demande sur nominative par patient, si ça peut durer. Donc on n'est pas dans les délais d'une dispensation, j'entends bien, antibiotique urgente, mais si c'était un traitement qui pouvait revenir, etc., c'est des choses qu'on traite. Et enfin, après, il y a la notion aussi, parce que pragmatiquement, après, on va dire, si c'est un cas isolé, bon, j'entends là l'argument de dire c'était réfléchi, j'ai mis mes infos dans le dossier médical, et je pense que d'un point de vue responsabilité juridique, ça atténue à partir du moment où il y a une réflexion collégiale en plus, et en plus, il y a un EMA qui donne son avis. Voilà, ça c'est pour l'aspect, on risque peut-être moins quand c'est un cas isolé. Par contre, si on généralise une dispensation hors MM, pour le pharmacien, c'est peut-être probablement plus gênant. Voilà, c'est tout, c'est juste en quelques mots. Mais nous, on doit Ok, respecter la réglementation, côté aussi. très bien. Est-ce qu'on enchaîne sur la diapo suivante dans ce cas-là, parlait. Alors, la diapo suivante, elle est sur les ruptures. C'est un sujet compliqué. Attends, je suis juste égaré sur mon ordinateur. Touc, touc, touc. Ouais. Attends, je ne sais plus sur quel. Ah oui, d'accord, c'est parce que j'ai deux. Je ne suis pas sur le Zoom. Voilà. Euh, Delphine, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur comment vous faites quand il y a une rupture ou quand on prescrit et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour fluidifier ces aspects-là, qui est quand même en ce moment malheureusement notre quotidien, quoi. Alors, le premier réflexe qu'on a, c'est déjà d'appeler les confrères autour, hein. J'ai plus de ça. Et ce qui t'en reste, la roxythromycine, par exemple, en ce moment, c'est encore compliqué. Enfin, bon, il y a beaucoup de classes d'antibiotiques qui sont encore un peu compliquées, la piostacine. Donc, on appelle les copains autour. Si les copains autour n'ont pas, on va sur le site Vigirupture. Alors, Vigirupture, c'est un site auquel tous les pharmaciens n'adhèrent pas parce que, grosso modo, on leur fait cadeau gratuitement de tout notre stock et donc derrière, ils peuvent en faire des stats, ils peuvent faire plein de choses avec. Donc, tous les pharmaciens sont pas sur Vigirupture pour une question de principe que je comprends complètement. Moi, mon point de vue, c'est qu'ils mettent tellement que tant pis parce que parfois, je suis hyper contente de trouver à Magny-les-Hameaux un médicament hyper urgent et tant pis. Donc, ça m'arrange bien. Il y a aussi quelle pharmacie? Alors, très honnêtement, je suis pas encore allée voir comment ça fonctionne, mais hier, il y a quelqu'un qui m'a appelé en me disant sur quelle pharmacie j'ai vu que vous aviez je sais plus quoi, et non, j'en avais pas. Donc, comme quoi, il peut y avoir un peu des loupés. Le problème de ces sites, c'est que souvent, c'est réactualisé dans la nuit. Donc, si le matin, vous avez délivré un médicament, il apparaît comme disponible toute la journée. Donc, vous appelez le soir en vous disant, bah, je vois que vous l'avez. Non, je ne l'ai plus. Donc, voilà, faut toujours, avant d'envoyer un patient, il faut quand même toujours passer un coup de fil avant pour être sûr. Et c'est vrai que les recommandations d'antibiotiques sont hyper importantes pour nous parce que cette petite annotation en cas d'allergie, on peut utiliser ça. Ça veut dire qu'on a toujours un plan B. Donc, on peut appeler le médecin en disant, bah là, vraiment, j'ai remué ciel et terre pour essayer de trouver la roxythromycine, j'en trouve pas. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est, voilà, c'est toujours intéressant de proposer un plan B au médecin avant de l'appeler. On lui fait gagner du temps. Sur antibiotiques, je voulais rajouter aussi un petit truc. Les pharmaciens aiment beaucoup antibiotiques aussi parce qu'ils rappellent les posologies. Donc parfois, quand on a des posologies qui nous paraissent complètement fantaisistes, on a aussi le recours à antibiotiques pour dire est-ce que c'est nous qui sommes complètement à côté de la plaque ou c'est le médecin qui, avec son logiciel, a eu un problème, avec son imprimante, a eu un problème. Ça permet aussi de vérifier. Et puisque j'en suis sur les petites parenthèses, le CRAT, on le recommande aussi aux mamans. Moi, je donne le site aux mamans direct parce que les mamans, parfois, elles sont perdues, donc elles savent qu'elles ont ce site elles-mêmes pour être autonomes et vérifier. Voilà, donc par rapport aux ruptures, on est hyper évidemment preneur des médecins qui nous disent en cas de rupture, mettez ça, parce que comme ça, tout le monde gagne du temps. Et ça fait plusieurs années qu'on apprend à faire de la débrouille et toujours de la débrouille. Voilà. Et Donc, si je puis tu veux me dire que sur une antibiothérapie,
ça serait bien quand on a la notion de tension sur certains produits, de mettre si pas dispo, alors prescrire ça. Ouais. Après, c'est vrai, comme dit Virginie, les antibiotiques, ça va un peu mieux. C'est vrai que je parle de la roxythromycine, elle n'est pas prescrite tous les jours non plus. Ce qui peut être un peu pénible en ce moment, c'est la piostacine. On est encore parfois un peu en flux tendu sur la piostacine, mais c'est vrai que bon, toutes les bêta-lactamines, enfin l'amoxicilline, on est quand même beaucoup plus cool aujourd'hui qu'on ne l'a été. Et c'était vraiment notre grand stress il y a quelques temps. Là, maintenant, c'est quand même un petit peu mieux. Mais bon, Ouais, et ça peut l'ivermectine, j'en connais redégénérer, hein. il me semble un des points pénibles pour tout le monde, pour vous encore plus que pour nous, c'est qu'on n'a aucune visibilité de la prochaine pénurie à venir. C'est Euh, exactement ça. et ça, c'est alors on va pas parler de la kétiapine parce que c'est pas le lieu, mais quand même des produits aussi importants, aussi peu remplaçables et aussi peu disponibles, on aura aussi intérêt à travailler en général là-dessus. Euh, Moi, je ne peux que conseiller à mes confrères de prendre les médecins, les pharmaciens au téléphone et d'accepter d'échanger avec eux. L'idée que tu dis, c'est-à-dire que vous nous proposiez une alternative, ça c'est effectivement bien. J'ai pas ça, je pourrais. Est-ce que vous pensez pas que vous pouvez prescrire ça? Et là se pose la question réglementaire, c'est si tu n'as pas un produit et si si tu as une alternative à nous proposer, il faut qu'on refasse l'ordonnance ou la discussion téléphonique suffit? Non, non, moi je l'argumente sur l'ordonnance. Après accord téléphonique du prescripteur, nous délivrons voilà, le produit remplacé par. Non, non, ça, si je l'argumente sur l'ordonnance, il n'y a aucun souci. Il faut qu'on Ok. avance Ouais. Et juste, Et ouais. je te pose une question complémentaire, est-ce que tu as la possibilité si c'est un autre prescripteur que celui qui a fait l'ordonnance, est-ce que tu peux substituer? Moi, j'ai eu le cas avec un pharmacien qui me dit, mais c'est pas vous qui avez fait l'ordonnance. Je dis, bah non, mais c'était hier, c'était mon associé, elle n'est pas là aujourd'hui. OK. Donc ça aussi, on peut être plus simple. Et il y a une demande de Virginie de répondre de préciser les TROD et les ordonnances conventionnelles. Au revoir, Christine et à Emmanuel, qui nous quittent et On merci prendra les d'avoir été questions à là. la Et on fin vous réenverra tout ça en pour détail. aller jusqu'au Je bout de réponds la quand même à ta question quand ça. Moi, j'ai un cabinet médical pas très loin. Ils sont 5 généralistes. Effectivement, en plus, ils ont un système où ils ont tout un intranet pour avoir les dossiers. Si c'est Lucie qui me répond sur une prescription de Bruno, j'ai pas de problème avec ça. OK, voilà. Et Est-ce que... juste, si je puis me permettre, Pascal, sur Oui. notre petit livret de l'EMA CHSF sur notre site internet, on a précisé aussi des alternatives possibles en cas de rupture pour voilà, de différentes molécules qui ont pu être en rupture et qui peuvent l'être à nouveau. Par Euh, exemple, comme Si la vous avez des Levothyrox, la questions, Mox. n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Moi, j'ai une dernière question, Amélie. Tu dis EMA, le EMA, il est départemental ou comment ça se passe avec les autres hôpitaux, en particulier le GHNE, qui est plus près de chez Alors, nous? l'EMA, il est territorial. Et D'accord? alors, le territoire, c'est quelque chose qui est non défini. C'est-à-dire que il est, bon, c'est sûr sur le 91, mais par exemple, le nord du 91 est tout proche de Villeneuve-Saint-Georges, qui a aussi Oui, une EMA. Et donc, d'accord. évidemment, tout ce qui est tout au nord du 91, hein, il y a 2 CPTS par exemple, ben, ils travaillent beaucoup avec Villeneuve-Saint-Georges et je trouve que c'est très pertinent. Globalement, l'idée, c'est si jamais les patients sont hospitalisés, bah, ils seront hospitalisés à Villeneuve. Donc, autant travailler ensemble dans un territoire où on travaille de toute façon déjà ensemble pour nos patients. Après, Et- par rapport au GHNE ou même voilà, ailleurs, aux autres hôpitaux, Arpajon, etc., ou CHSE, eh bien, nous, sachez que on a, dans le cadre de notre EMA, on fait des réunions mensuelles avec tous les référents antibio de tous ces hôpitaux. Et pour justement travailler ensemble sur différents sujets et se mettre d'accord sur comment on gère différentes choses, médicales évidemment, et différentes situations.
Et par contre, voilà, il s'agit pas de se partager un territoire. On n'est pas trop Non, dans ce non. genre de discussion. L'idée, c'est que tout au nord du 91, ça paraît pertinent que ce soit à Villeneuve. Saclay, GHNE n'a pas de MA et n'a pas de temps dédié. Et donc, du coup, évidemment, nous, on prendra avec plaisir les appels des professionnels de santé qui sont à côté du GHNE aussi. C'est comme ils veulent, en fait. On peut pas vous, voilà, c'est à vous de voir, mais nous, en tout cas, on accueille avec plaisir tout le monde, vu qu'il n'y a pas de temps dédié au GHNE pour avoir cette liaison avec le territoire libéral que nous, on a. Bien. On avait dit 1 heure, on tient 1 heure. Euh, une info, donc le prochain sujet du webinaire, ça sera les allergies à l'amoxicilline. On vous donnera la date dès qu'elle sera fixée. Je sens bien que le webinaire d'après, ça va être sur le laboratoire et la microbiologie, parce que c'est un sujet effectivement très complémentaire. Et là, on a un dilemme. Soit on vous donne, et on termine en retard, les réponses au cas clinique, soit on vous les envoie par mail. Je vais arrêter le teasing là. Je te passe la main sur les 2 dernières diapos pour présenter les situations cliniques et le retour. Diapo suivante, du coup. Enfin, pas moi qui ai la main dessus. Je ne sais pas qui. C'est Elodie, je Alors, pense. bon, on peut le faire a cappella. Le premier cas Oui. clinique, c'était l'otite chez l'adulte avec des critères évidents pour traiter d'emblée, hein, avec une fièvre importante, des otalgies importantes. Et donc, évidemment, antibiotiques vous répond à MOX et c'est ça qu'il faut faire. Ça, c'était le cas simple. Voilà, je prescris de l'amoxicilline. Voilà. Donc la première chose, c'était en cas de rupture. Alors les réponses, c'est évidemment, je vais voir sur Vigirupture ou quelle pharmacie, si on peut en trouver. Je peux aussi consulter sur Antibiotiques les recommandations en cas de rupture d'amoxicilline qui sont précisées, hein, sur Antibiotiques parce qu'il y avait eu une communication des sociétés savantes en partenariat avec la NSM sur le sujet quand il y avait eu cette fameuse rupture l'hiver il y a 2 ans. Voilà. Et puis, si jamais je trouve pas, on peut appeler le pharmacien du CHSF qui a donc sa ligne, Adrien, ici, là, ou ses collègues quand il n'est pas là, pour vous dire, parce que nous, effectivement, sur le site de l'EMA, on essaye quand même de tenir à jour de manière assez régulière nos recommandations. Et c'est vrai que autant des recommandations nationales, ça peut être long à sortir, autant l'avantage de travailler ensemble et avec un petit, voilà, avec un plus petit territoire que le territoire national, c'est qu'on travaille déjà bien ensemble et qu'on peut tout à fait communiquer simplement. En disant voilà les recommandations que nous EMA on va vous donner en cas de tension sur la MOX. Donc l'allergie à la pénie en cas d'allergie, donc Antibiotiques vous propose 2 choses en cas d'allergie bénigne. Et donc si l'allergie est bénigne, c'est-à-dire non immédiate et non grave, franchement, si le patient se souvient pas, ah oui, ça c'est important. S'il se souvient pas, c'est par définition non immédiat et non grave parce que globalement, quand on finit à l'hôpital pour quelque chose, en général, on s'en souvient. Et donc, on peut donner des céphalosporines en cas d'allergie bénigne. Et donc, Antibiotiques vous propose une C2G, le céfuroxime, et une C3G ou une C3G, le cépodoxime. Je vous ai expliqué que la C2G devra être préférée si possible à la C3G parce que meilleure biodisponibilité. Puis ça tombe bien, spectre plus étroit. Et donc, du coup, on sera bien meilleur en termes de risque de sélection de résistance. Voilà, en cas de surpoids, Et donc il pèse 135 kilos. Alors, je vous ai pas donné sa taille, mais disons qu'il a un BMI à 46. On va voir sur ABXBMI. ABXBMI, le site vous donne la posologie qui est de 3500 mg par jour. Et donc, à nous de le répartir à peu près équitablement entre 2 ou 3 prises par jour. Voilà.
Et enfin, en cas de syndrome otite conjonctivite, alors amox ou amoxiclave, alors juste pour info, les résistances de l'hémophilus, parce que c'est bien sûr de lui dont on parle quand on a un syndrome otite conjonctivite, sont de plus en plus, un peu comme le pneumocoque, c'est-à-dire des sensibilités diminuées à la pénie et puis qui ne sont du coup pas du tout rattrapées par l'acide clavulanique. Et donc c'est pour ça que si vous allez chez l'adulte, il est bien écrit que c'est Amox quoi qu'il arrive. Et en effet, l'hémophilus, ça passe le plus souvent maintenant, l'Amox, mais si on met des bonnes doses. Voilà, chez l'enfant, si vous allez cliquer, parce que du coup je l'ai fait, otite conjonctivite chez l'enfant, Antibiocrique vous propose encore Augmentin, alors que en fait les recos du GPIP de 2024 vous disent que les deux sont possibles, Amox ou Amoxiclave au choix, parce que finalement l'Amox a une assez bonne sensibilité sur hémophilus. Quoi, c'est le contraire. L'hémophilus est sensible à l'Amox dans la Et plupart des cas. le cas clinique suivant, c'est celui dont on parlait. Bien, bah, si rupture, euh, qu'est-ce qu'on fait? Et si, j'avoue que si rien disponible nulle part alternative, je ne sais pas ce que tu Ah, proposerais dans ce cas-là. Euh, quand je disais rien disponible nulle part, c'est-à-dire si on ne trouve pas de lévofloxacine dans aucune ouais, pharmacie autour, sur les sites Vigirupture ou quelle pharmacie, ou quand le pharmacien lui-même va appeler ses collègues, eh ben, il y a quand même aussi sur la lévoflo des alternatives décrites sur Antibiocrique ou sur notre livret CHSF également. On a décrit en cas de rupture ce qu'on peut faire. Et si par hasard on trouve pas, parce que c'est une rupture toute nouvelle qui vient d'arriver et dont personne n'est au courant, bah voilà, c'est à ça que peut servir le téléphone dispo 9 30 17 30, 5 jours sur 7 du pharmacien du CHSF qui peut vous aider. Donc Adrien ici présent, qui peut vous dire, ben voilà, nous au Sud Francilien, l'EMA vous recommande de faire telle alternative, etc., etc. et pour revenir à l'infection urinaire masculine sans fièvre, il peut être pertinent d'anticiper sur les recommandations qui vont sortir et avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, je pense qu'on a tous les arguments enfin tous les éléments pour argumenter et en plus avec la probable bénédiction de l'assurance maladie ici présent qui nous sanctionnerait pas si jamais on avait l'idée de prescrire suivant les recos de demain et pas celles d'aujourd'hui. En tout cas, en attendant, le MA voilà, assume sur Oui, tous les sujets. Mais en effet, on assume, mais on n'est pas responsable de vos prescriptions. Donc, vous pouvez vous appuyer sur nous, éventuellement peut-être marquer entre parenthèses dans votre prescription CF, EMA, CHSF. Peut-être que après ça peut avis EMA sur Omnidoc. être. Voilà. Bien, je vais me permettre de conclure parce que on avait dit qu'on ferait court, donc on va. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres. D'abord, je vous remercie d'être venu. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez le mail des CPTS ou des personnes qui sont intervenues. On en fera d'autres. J'espère que ça vous aura plu et on va vous envoyer un petit questionnaire de satisfaction pour voir si ce qu'on peut améliorer pour la prochaine fois. Merci à tous. Bon après-midi très Merci à ensoleillé tous. Merci et bon beaucoup. courage pour ceux qui Au revoir à Et bonne tous. journée. Merci. Merci, travaillent. bonne journée. Bonne journée. Merci.